Alors, bonjour. La présentation des prochaines minutes s'intitule «Les impacts de l'enseignement à distance sur la réussite des élèves autistes au deuxième cycle du secondaire». Les données qui seront présentées sont issues d'un projet pilote qu'on a mené au cours des derniers mois, qui impliquait la collaboration d'acteurs issus de différents milieux, à savoir M. Sylvain Letchère et Mme Pauline Beaupré, qui sont professeurs à l'UQAR, de même que Marie-Luce Carrier, étudiante à la maîtrise en éducation de l'UQAR également. De plus, ma collègue Martine Gauthier et moi-même, nous représentons le milieu scolaire à titre d'agente des services régionaux de soutien et d'expertise en autisme. Martine, elle dessert les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, puis moi, de mon côté, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Alors, voici quelques éléments de la problématique associée à notre sujet. Dans un premier temps, comme vous le savez probablement, les élèves autistes sont de plus en plus nombreux à poursuivre leur cheminement au sein des classes ordinaires au secondaire. En effet, ils constituent là, plus du tiers des élèves là, qui sont considérés handicapés, alors des élèves en situation de handicap qui fréquentent le secondaire régulier. Ils apportent vraiment une belle richesse à la diversité des profils d'apprenants au sein de cet ordre d'enseignement. Par contre, de par leurs besoins comme apprenants, ils nous amènent à réfléchir à notre offre de services ou à notre façon de répondre à cette belle diversité. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation du Québec réaffirme l'importance d'offrir une réponse différenciée à la multitude des besoins des apprenants, tels que prévus dans la politique de l'adaptation scolaire, mais également dans des référentiels là, récents. La mise en place des mesures sanitaires associées à la pandémie de la COVID a amené son lot de changements au sein des écoles du Québec, partout sur la planète. Cette situation était complètement nouvelle et ce, tant pour les élèves, les enseignants et les parents. L'enseignement à distance est devenu une mesure obligatoire par dépit pour l'ensemble des élèves au secondaire et ce, pendant plusieurs semaines, puis c'est même encore effectif présentement. Malheureusement, les milieux n'étaient que trop peu préparés à mettre en place cette modalité d'enseignement. Dans ce contexte qui était imprévu et unique, on ne possède que peu d'informations sur les impacts de ces mesures sur la réussite des élèves, dont ceux qui présentent des besoins particuliers. Beaucoup d'expériences sont ramenées comme n'étant pas favorables. On parle souvent de désengagement des élèves, de décrochage, d'échecs scolaires, pour ne nommer que ceux-ci. Par contre, à l'occasion, et ce de façon plutôt anecdotique, quelques partages nous ont été ramenés par des acteurs scolaires ou des parents autour de bénéfices que l'enseignement à distance pouvait apporter pour certains élèves autistes. Cet état de fait nous a amené notre belle équipe à dégager rapidement les questions suivantes autour de notre projet pilote qui se veut de nature qualitative, je tiens à le préciser. Alors, nos questions, on en avait plusieurs. La modalité d'enseignement à distance pourrait-elle avoir eu des retombées positives sur la réussite de certains élèves autistes? Que pourrions-nous dégager de ces expériences positives lorsque la pandémie sera derrière nous? Notre façon d'aborder aussi, en fait, on voulait aborder les élèves, à savoir quelles étaient leurs perceptions. Des élèves pour qui, par contre, l'expérience a été positive. On voulait les entendre sur leur perception des procédures, des modalités d'enseignement, leur perception de leur participation, leur niveau de participation au cours à distance, mais aussi du soutien qu'ils ont pu recevoir des acteurs scolaires et de leurs parents. On voulait aussi voir quelle était leur appréciation générale de l'enseignement à distance par rapport à leur vécu d'enseignement en présence en classe.
Donc, voici quelques précisions là, autour de la méthode que nous avons utilisée pour tenter de dégager des éléments de réponse à nos questions de départ. D'entrée de jeu, bon, on souhaitait s'associer avec d'autres partenaires intéressés par la problématique, à savoir des représentants des milieux associatifs et de la réadaptation. Ces derniers ont pris part à des moments clés de notre démarche. Il faut dire que nous avons porté une attention toute particulière à la création de notre canevas d'entrevue semi-dirigé. Alors, considérant nos questions de départ, on a produit un document d'entrevue qui comportait des indications à l'usage des participants et aussi un questionnaire constitué de 15 questions. Il y avait des questions fermées et aussi des questions ouvertes avec des choix de réponse. Alors, c'est là qu'on a travaillé un peu plus fort sur les choix de réponse. Une attention aussi a été portée sur la facture visuelle du questionnaire qui était rendue accessible aux participants pour s'assurer que nos questionnaires favorisaient ou en tout cas la facture soutenait la compréhension de l'élève du questionnaire. Puisqu'il s'agissait aussi d'une entrevue semi-dirigée, l'intervieweur pouvait poser des questions complémentaires de façon vraiment à bien comprendre le vécu et les perceptions de l'élève, puis aussi pour avoir le plus possible d'informations pertinentes. Notre canevas d'entrevue a été préalablement présenté à deux élèves, deux adultes autistes, deux jeunes adultes. Après qu'on leur ait expliqué l'intention du projet, ils ont été invités à commenter notre canevas par rapport à sa forme, la formulation des questions, les choix de réponse, au plan de la clarté principalement. On leur a demandé de valider aussi certains choix de réponse en tentant là, de les amener à se mettre dans la peau d'un élève du deuxième cycle du secondaire parce qu'ils étaient passés par là eux aussi. Puis, on les a aussi questionnés sur leur appréciation générale du canevas en gardant en tête l'intention de l'entrevue, puis aussi les destinataires. Sans surprise, les commentaires de ces deux adultes ont été très riches, puis ils nous ont permis d'apporter des ajustements à notre canevas d'entrevue et à le bonifier. On était fiers d'avoir fait cette démarche-là. Parallèlement aux travaux d'élaboration du canevas, on s'est mis rapidement en démarche de recrutement des candidats. Hein. Vous savez que ça comporte son lot de défis. Alors, on a amorcé ça à l'automne 2020 dans les régions administratives de l'Est du Québec, une grande région. Alors, dans un premier temps, on a abordé les directions des services des ressources éducatives de 12 centres de services scolaires qui ont été approchés. Suite à leur accord, des directions d'établissement puis des professionnels des services éducatifs complémentaires ont été interpellés directement pour la recherche des candidats. On visait alors 10 participants. On voulait des élèves au deuxième cycle du secondaire répartis dans le grand territoire de l'Est du Québec qui s'engageraient à vivre des entrevues virtuelles enregistrées. Et parmi les indications qui étaient fournies aux candidats, il leur était proposé d'être accompagnés ou non, à leur choix, par une personne de référence. Ça pouvait être un acteur scolaire, un parent ou une autre personne de référence. L'entrevue pouvait se tenir à l'école ou au domicile en fonction des circonstances. Et puis, on offrait aussi une rétribution sous forme de carte cadeau à l'élève pour le remercier de sa contribution à ce projet exploratoire. Donc, le processus de recrutement des participants au projet pilote était balisé selon certains critères. Rapidement, il fallait que ce soit des élèves qui connaissent leur diagnostic, puisqu'il y avait des questions qui abordaient directement leurs particularités d'apprenant. Ensuite, on ciblait des élèves du deuxième cycle du secondaire, donc troisième à cinquième secondaire au régulier, puis qui avaient bien sûr un vécu d'enseignement virtuel, ce qui n'était pas un problème. De plus, pour ces élèves-là, il fallait que l'expérience ait été positive au plan des apprentissages et de la motivation.
Et là, on a fait appel à des recruteurs qui ont été très, très, très utiles, en fait, des professionnels pour la plupart des services éducatifs complémentaires, puis ont tenu compte de ces critères-là pour approcher certains élèves qui considéraient être des candidats potentiels. Alors, grâce à l'apport de ces recruteurs, on a constitué rapidement notre banque de participants qui était constituée de 3 filles, 7 garçons qui étaient issus de classes ordinaires avec ou sans programme particulier de concentration. On avait quand même aussi une belle représentation de notre grand territoire, de même que des milieux urbains et ruraux. Les participants ont pris part aux entrevues entre décembre 2020 et février 2021 en mode synchrone par le biais des plateformes Zoom ou Teams. Puis la durée des entrevues était autour d'une soixantaine de minutes. Les entretiens ont tous été enregistrés, puis les propos des répondants ont été transcrits intégralement et ont été codés par thématique. Donc, passons aux résultats. De façon globale, sans surprise, les élèves rapportaient de façon positive leur expérience d'enseignement à distance. On n'en était pas surpris puisque ça faisait partie de nos critères de sélection préalables. Par contre, lorsque nous les avons questionnés plus spécifiquement sur les facteurs qui avaient influencé cette appréciation, puis lorsqu'on leur a demandé de comparer cette même appréciation par rapport à leur vécu face à l'enseignement en présence, en classe, là, nos données qualitatives se sont trouvées davantage nuancées. Puis, on s'est retrouvé avec à peu près seulement la moitié d'entre eux, soit 5 élèves qui préféraient l'enseignement à distance par rapport à l'enseignement en classe. Seulement 5, la moitié d'entre eux, mais ça pour une série de facteurs qu'on va vous exposer. Alors, je vais laisser Marie-Luce poursuivre de façon plus détaillée avec nos résultats. Merci, Louise. Bonjour tout le monde. Je rentre dans le vif du sujet. Les élèves interrogés ont reçu un accompagnement variable en lien avec les procédures à suivre pour l'enseignement virtuel, telles que comment se connecter à la plateforme du cours, comment ouvrir le micro. Parfois, un enseignant expliquait les procédures pour tous les cours de l'élève, tandis que d'autres fois, les enseignants d'un même élève procédaient de manière différente. Donc, il ne semble pas y avoir une procédure uniforme pour fournir les bases de l'enseignement virtuel aux élèves. Les données relatives aux méthodes d'enseignement amènent à remarquer que les enseignants les ont diversifiées au fur et à mesure qu'ils acquéraient de l'expérience en enseignement à distance. Par exemple, les 2 premiers participants n'avaient pour référence que leur expérience d'enseignement à distance du printemps dernier, où l'enseignement magistral était privilégié. Au sein des 8 autres participants qui faisaient plutôt référence à leur expérience d'enseignement à distance pour l'année scolaire 2020-2021, donc la présente année, 5 d'entre eux ont pris part à des ateliers en équipe et ont eu accès à des tutoriels en ligne. Ça laisse sous-entendre que le temps d'adaptation entre le printemps et l'automne dernier a bénéficié aux enseignants. La plupart des participants semblent avoir manifesté un engagement marqué dans leurs apprentissages à distance. Quelques-uns étaient plus ou moins à l'aise de poser des questions pendant le cours. Toutefois, plusieurs se sont montrés assidus dans la réalisation du travail demandé et certains élèves interrogés participaient activement aux interactions, allant même jusqu'à rester après le cours pour poursuivre les échanges avec l'enseignant. Tous les participants ont eu accès à un soutien de la part d'une ou de plusieurs personnes ressources. Pour la plupart, il s'agissait de leurs enseignants. 7 participants bénéficiaient également de l'aide d'une technicienne en éducation spécialisée ou d'une orthopédagogue. Seul un participant indique avoir recouru à l'aide d'autres élèves qui faisaient partie de nos choix de réponse pour cette question-là. Au dire des participants, le soutien offert par leurs parents était surtout axé sur l'environnement de travail, c'est-à-dire fournir le matériel et l'espace nécessaires. Toutefois, l'engagement des parents était très variable d'un élève à l'autre. Certains élèves rapportaient qu'il était mince, voire absent, alors que d'autres élèves indiquent que leurs parents revoyaient toute la matière avec eux le soir ou faisaient les devoirs avec eux. Donc, on avait les 2 extrêmes. On remarque que plusieurs participants sont à la recherche d'autonomie, ce qui explique le recours moindre à l'aide de leurs parents.
Je m'excuse. Parfois, je change la diapo pas tout à fait au bon moment. Ça fait que peut-être que Marie-Luce, pour la suite, je vais te demander de me dire quand tu veux que je change la diapo parce que je trouve pas ça. OK. OK. J'en profite pour vous dire qu'il vous reste 5 minutes. OK. On est rendu à la préférence entre les deux modalités d'enseignement, c'est ça, ici. Donc, c'est ça, c'est-à-dire en comparaison, c'est ça. Pour ce qui est de la préférence entre les deux modalités d'enseignement, c'est-à-dire à distance en comparaison avec celle en classe, 2 participants préfèrent l'enseignement en classe, 3 participants aiment de manière égale les deux modalités, tandis que 5 participants préfèrent l'enseignement à distance, comme on l'a dit tout à l'heure. Ainsi, c'est la moitié de notre échantillon qui préfère ce mode d'enseignement. Sur le support visuel associé à la question sur l'appréciation des deux modalités d'enseignement, nous avions proposé une échelle à 4 gradations. Je n'aime pas, j'aime un petit peu, j'aime assez et j'aime beaucoup. Un seul participant aime un petit peu l'enseignement à distance, 3 participants l'aiment beaucoup et les autres l'aiment assez. Afin de favoriser leur attention et leur motivation, plusieurs participants soutiennent que les interactions entre l'enseignant et les élèves sont très importantes. Par exemple, un participant nous dit « Le cours devrait être interactif pour permettre à l'élève de se sentir engagé dans le cours et sentir que le cours importe un peu au moins. Si c'est juste une personne qui parle pendant une bonne heure, ça ne va pas marcher. Si, par exemple, on pose des questions, il y a du retour et on peut faire une conversation, pas une conversation, mais un certain nombre d'interactions, ça aide énormément à attirer l'attention des élèves en question. Une autre recommandation des participants est que les enseignants soient à l'écoute de leurs élèves qui ont des besoins particuliers, notamment ceux qui vivent de l'anxiété. D'après les élèves interrogés, il est également important que leur enseignant soit dynamique, qu'il varie son intonation et qu'il s'assure de la compréhension des élèves, par exemple en leur faisant répondre à des questions par écrit. Parmi les avantages maintenant de l'enseignement à distance nommés par les participants, 7 d'entre eux indiquent que cette modalité est bénéfique pour leur sommeil. De plus, leur organisation se trouve facilitée par le fait d'avoir tout au même endroit, c'est-à-dire sur la plateforme utilisée par leur école, telle que l'illustrent les propos suivants. On peut changer. Il y a moins d'endroits qu'il faut que tu cherches pour retrouver telle feuille. Par exemple, si tu l'as perdue, tu n'as pas besoin de chercher à 27 places différentes. Ça a surtout aidé à l'organisation. Le temps de transport que les élèves évitent en restant à la maison représente un gain de temps important, ce qui permet à plusieurs de se sentir moins fatigués et de pouvoir consacrer du temps à des activités favorables à leur bien-être, telles qu'aller marcher dehors à l'heure du dîner. Le fait de ne pas avoir à se déplacer pour passer d'un cours à l'autre ou pour poser une question à son enseignant est un autre facteur, on peut changer, favorable aux participants, puisqu'il diminue l'anxiété et la fatigue. Enfin, plusieurs apprécient le calme de leur maison. Les cours en ligne leur permettent d'éviter une surcharge de stimuli qui survient parfois en classe, tel que le bavardage inutile entre les élèves. La maison est un environnement de travail plus calme, certes, mais est aussi un endroit propice aux distractions. En effet, tous les garçons interrogés, sauf un, avouent que c'est très difficile pour eux de ne pas se mettre à jouer à des jeux vidéo pendant l'enseignement à distance. Ce divertissement est, à leur avis, beaucoup plus attrayant que de suivre un cours sur un écran. Pour les filles, ce sont plutôt les bruits pouvant survenir dans la maison qui s'avèrent nuisibles à la concentration. Les distractions à la maison constituent donc la principale difficulté rencontrée par les participants. Par ailleurs, des élèves indiquent que l'absence d'encadrement à la maison a un impact négatif sur la motivation et sur l'engagement à la tâche. Un participant explique qu'on peut changer à distance, c'est vraiment beaucoup moins de stress, mais à l'école, il y a un stress que tu as besoin pour un bon apprentissage quand même. Bien, il y a un type de stress qui permet de mieux travailler, un genre d'encouragement naturel.
Admettons, tu sais, ce serait pas fort dans l'armée si tout le monde se promenait en maillot de bain avec des bouées, là. Genre, tu sais, ça prend quand même un certain niveau de stress. Il faut un bon entre-deux. Un autre participant abonde dans le même sens. Pour en classe, c'est surtout le milieu de travail aide à être concentré. C'est un milieu où est-ce que personnellement, pour moi, je me dis, ici, je vais travailler. Ici, il y a que ça à faire. Donc, je vais le faire. D'après les participants, l'enseignement à distance peut rapidement devenir ennuyant et le fait de ne pas pouvoir voir ses amis peut y contribuer. Enfin, mentionnons que tous les participants, sauf une, ont expérimenté à quelques ou à plusieurs reprises des problèmes avec les technologies, ce qui s'est avéré être un irritant ou bien une source de stress importante. La parole à ma collègue Martine. Oui, je vais passer là, pour que Martine ait le temps de parler un petit peu. Bien, je vais conclure rapidement. Louise, je vais te dire en rafale de changer de diapo. Alors, comme on a dit plus haut, il y a peu d'études sur l'impact de l'enseignement à distance chez les élèves autistes et davantage sur l'utilisation de la technologie en contexte classe qui se retrouve. Tu peux basculer à l'autre. Je vais aller beaucoup plus vite. En fait, selon les propos rapportés par les élèves et conformément quand même à certains écrits, l'impact est, oui, des fois académique, mais davantage sur des aspects comme le sensoriel. Hein, il semblerait plus confortable pour la personne autiste de vivre ses cours en virtuel compte tenu, entre autres, des défis sensoriels comme les bruits de classe, le crayon, les étuis, les chaises, les murmures. Quant à l'organisation, il semblerait que l'utilisation des technologies et le fonctionnement des ordinateurs rencontraient bien le fonctionnement cognitif de la personne autiste. Il y a un autre aspect qui a retenu notre attention, c'est le fait que vivre de l'enseignement à distance, ne serait-ce qu'une partie dans la semaine, éviterait pour plusieurs de vivre de l'intimidation et ou des moments dits d'inconfort avec les pairs. Comme mentionné un peu plus tôt par mes collègues, les élèves interrogés, les relations sociales ont été quand même très importantes pour eux. L'enseignement à distance a donc nui au maintien des liens avec les amis. Ils ont plus eu tendance à s'isoler. Voilà, tu pourrais peut-être passer à la seconde, à la suivante. Il y avait aussi, juste avant, il y en avait une qui disait que s'il y avait poursuite de l'enseignement à distance, il serait peut-être intéressant de favoriser le développement d'un partenariat afin de soutenir avec le réseau de la santé, disons, ou le communautaire pour soutenir et maintenir les liens sociaux. Alors, en guise de conclusion, je vais un petit peu plus vite. Nous aimerions faire le pont avec certains enjeux, là, dans le fond, qui touchent à l'inclusion scolaire et sociale. Certains élèves ont parfois des parcours atypiques tout au long de leur scolarité. Alors, peut-être que le fait d'utiliser l'enseignement à distance pourrait être une autre forme de différenciation là, pour rendre plus harmonieux le cheminement scolaire et le passage au secondaire. Peut-être même aller soutenir les études supérieures et l'entrée au marché du travail. On y voit une belle opportunité de connaissance de soi parce qu'on les amène à identifier ce avec quoi ils sont confortables, ce avec quoi ils ne sont pas confortables, ce qui te rend bien, ce qui ne te rend pas bien, ce qui t'engage dans tes apprentissages et pas, ou non. Alors, voilà, c'est la conclusion la plus rapide que j'ai pu faire.